Bezat Hashem, on va étudier les lois Bezat Hashem de Bishulei Goïm. Alors Bishulei Goïm, ça veut dire très clairement les cuissons faites par des non-juifs. Donc dans le Talmud, dans le traité d'Avodah Zara, il a été très formel d'interdire les cuissons faites par les non-juifs. On va voir que ça touche pas tout, ça touche pas tous les cas. Il y a deux raisons qui ont été là-bas évoquées. La première, c'est Rashi qui le dit, de peur que Shema Yachilen ou Goy Devar Issour, de peur que le non-juif prétende que c'était kasher, mais qu'en fait il ajoute quelque chose d'interdit. Deuxièmement, et c'est l'opinion qui est retenue par la plupart des décisionnaires, même si elle avait été à l'origine énoncée par les Tosfot, les Tosafistes, c'est que Béhémet, on veut prévenir des mariages possibles avec les non-juifs. Étant donné que toutes les permissions qu'on avait citées à propos du pain du non-juif, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, du fait que le pain c'était quelque chose qui était tzorech lechol nefesh, c'était impossible de vivre sans pain, c'est-à-dire le pain c'était un aliment de base. Eh bien, étant donné que les aliments dont il sera question ici n'auront pas le même statut, ce ne sera pas aussi indispensable de manger tous ces aliments que de manger le pain, il n'y aura pas les mêmes permissions. Aussi, on avait parlé à l'époque, par exemple, d'une différence lorsque un non-juif faisait du pain de manière industrielle dans une boulangerie, ou bien s'il le faisait à la maison, la différence qu'on avait dite entre pâte palter, donc on avait dit si quelqu'un il fait de manière industrielle pour vendre ou pas, ici il n'y aura pas ces considérations. On va voir que les Bishulei Goïm seront toujours plus stricts que le pâte. C'est la raison pour laquelle parfois dans certains restaurants, même kasher, on peut trouver en Chutz La'aretz du pain qui profite de certaines permissions, alors que pour le bichoul, on ne va pas du tout utiliser ces mêmes permissions. On va d'abord aujourd'hui définir quels types de cuissons sont interdits et non, quels sont les critères qui qualifient les aliments de devoir être cuits par un juif et pas par un non-juif, et détailler un des deux critères fondamentaux. D'abord, les types de cuisson. Donc il faut savoir que dans ce qu'on appelle Bishul Goy, est interdit non seulement la cuisson à l'eau, donc la cuisson dans une casserole, c'est la caractéristique de ce qu'on appelle Bishul, mais aussi Tzliya, les grillades, Tigoun, les fritures, Afiya, cuisson au four. Par contre, ce qui est cuit par salage, en tout cas qui est préparé grâce au salage, Kvisha, je pense qu'on traduit en français la mise en conserve, mais il y a un autre mot, vous savez, quand on fait les variantes là, comment vous dites c'est pire que ça, hein. C'est raison. Mais ça on nous a dit salage. Kvisha, quand on met en conserve, ça veut dire qu'on ferme pour que ça reste long. Kvisha, le mot kavouche, il a la même racine que le mot kivouche, qui veut dire conquête. C'est quand on enferme quelque chose et que maintenant il est bloqué. Donc c'est ça la mise en conserve veut dire. Et ce qu'on appelle le fait de fumer quelque chose ou de sécher quelque chose, eh bien ces cas-là ne seront pas interdits, même si c'est fait par un non-juif. C'est pour ça que le saumon fumé, même si Béhémet, alors il était, avant d'être fumé, cru, et d'après certains minagim, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, il était répandu que normalement le poisson cru, peut-être on le mange moins facilement que cuit, il n'en reste pas moins en tout cas que même si c'est lui qui le rend fumé et on va dire, habilité, apte à être mieux mangé, alors ce ne sera pas interdit. Kitour, la torréfaction, mais ici je ne sais pas dire exactement ce que c'est, je sais dire quels en sont les résultats, puisque par exemple le café ou d'autres sont torréfiés. En tout cas, la torréfaction, de par sa complexité, et que ça ne ressemble pas totalement au bichoul, alors à partir du moment où c'est fait de manière, dans une manufacture, dans une usine, alors on pourrait permettre. Donc c'est ce qui fait que Béhémet, les cafés, les caradines, un café dont on sait bien entendu, c'est même pas la peine de le dire, tout ce dont on parle ici, c'est pour juger des bichoulim, mais bien entendu quand on sait que les aliments sont 100% cachers. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui est torréfié, du moment que c'est torréfié de manière industrielle et pas de manière personnelle, alors Béhémet, cela serait permis. Mais non. Si ce qui était
cuit par un non-juif, c'est mélangé avec ce qui est cuit par un juif. Alors, Béhémet, on va d'après le Rov. Ça veut dire que 51% suffiront pour permettre. Bien entendu, si la partie interdite est visible et qu'on peut la distinguer, on devra l'enlever, comme dans tous les cas où quelque chose qui est apparent est interdit, on ne s'appuie pas sur le bitoul, mais on l'enlève. Quelqu'un qui met halal Shabbat, qui transgresse le Shabbat befaresia devant tout le monde. Alors la définition, que ça veut dire un homme qui met halal Shabbat befaresia, il y a plusieurs définitions. Une d'entre elles, c'est que quand il voit un rabbin, alors qu'il est en train de Mehal Shabbat, il continue à être Mehal Shabbat. Ce qui déjà écarte pas mal de cas dans la communauté. Il y a d'autres critères aussi, mais ça veut dire que ça vient exclure les gens qui font parce qu'ils ne savent absolument pas. En tout cas, Mehal Shabbat Befaresia, quand il est question de juger est-ce qu'on a le droit de manger ce qu'il a cuit ou pas, bien entendu on ne parle pas du Shabbat, parce que ce qui a été cuit pendant le Shabbat c'est un problème à cause de ce qu'on appelle Maaseh Shabbat. Alors il y a une mahalok qui a été une discussion chez les décisionnaires. La conclusion c'est Besha Tathak, quand on est en galère, du moment que ce n'est pas un réformiste, ou un réformé on dit en français, alors on pourrait s'appuyer et donc permettre de manger. Bon, ça résout beaucoup de problèmes cette coula-là. Parce que des fois on se trouve chez des gens, les gens ils font tout strictement kasher, seulement la personne elle n'est pas Shomeret Shabbat, et elle est Mehalet Shabbat, ça veut dire qu'elle a ses convictions, etc. Elle ne fait pas pour énerver Akadosh Baruch Hu, elle vous en veut pas, mais c'est compliqué pour elle, etc. Alors, quand on est Beshat Adhak, en galère, bien entendu en galère, il faut définir ce que ça veut dire. La galère, normalement, c'est un bateau, on est en pleine mer, on est en galère. La galère, c'est pas juste, écoute, il va se vexer, mais en tout cas, il est marqué ici qu'on pourrait s'appuyer sur l'opinion de ceux qui permettent. Ça veut donc dire que, a priori, ce serait interdit malgré tout de s'organiser ainsi, et que c'est mieux d'aller et de participer à la cuisson. Ça veut dire que vous venez, on va voir, pas dans ce shiur, le shiur de la semaine prochaine, on verra qu'il faudra soit mettre sur le feu, soit allumer le feu, soit remuer, soit faire quelque chose. C'est bien de dire, mais ma chérie, viens, il faut que je parte ici, je ne vais pas rester à rien faire. Vous allez et vous participez de manière franche, pour les kadhi, là, être dans un cas de figure qui est plus aisé. Donc, comme on a expliqué le cas de Mehal Shabbat, la raison pour laquelle, dans un cas difficile, on peut s'appuyer, c'est tout simplement pourquoi. C'est parce que, puisqu'il y a deux raisons, d'après la raison de Chash Issur, de peur qu'on ait quelque chose interdit, on devrait interdire, mais puisqu'il y a la deuxième raison, celle qui est la plus répandue, c'est-à-dire qu'on a peur de se marier avec un non-juif, mais quelqu'un qui est Mehal Shabbat, même si a priori il faudrait faire attention de se marier avec quelqu'un qui est regardant du Shabbat, mais ma foi, c'est pas interdit, et ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir ou non se marier avec un non-juif. Maintenant, il y a deux conditions pour qualifier un aliment d'un aliment qui nécessite un bichoul d'un juif et pas d'un non-juif. Première condition, alors c'est des choses que vous connaissez, mais c'est pas grave parce qu'on va les apprendre un peu plus en profondeur et en détail. Il faut que ce soit quelque chose qui ait besoin nécessairement d'une cuisson pour être consommé et qui ne peut pas être consommé sans être cuit. Autrement dit, et on étudiera cette partie-là, par contre on va le détailler aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, quelque chose qui peut être déjà mangé quand il est cru. Alors même s'il était cuit par un non-juif, on n'aura pas d'interdit de bichoul goy. Maintenant, deuxième condition, pour l'instant je ne détaille pas, je les énonce, c'est Aoleh al-Shulhan Melachim. Il faut que ce soit quelque chose qui soit important, qui monte sur la table des rois. Alors bien entendu, on n'a pas tellement de contact avec des rois, et le Ma'aseh, on ne sait pas exactement pour l'instant ce que ça veut dire. Cette deuxième partie-là, on la détaillera la semaine prochaine. Il y en a qui ajoutent un troisième critère, c'est que ce soit quelque chose qui normalement doit être consommé avec du pain. C'est un aliment qu'on mange avec du pain. Ce qui viendra exclure certains cas où par exemple ce sont des desserts ou des choses qui ne seraient pas mangées expressément avec du pain. Donc trois critères, il faut que ce soit quelque chose qui nécessite nécessairement la cuisson pour pouvoir être consommé, mais que sans cuisson, l'on echal kemot sheuhai, il n'aurait pas pu être mangé cru comme il était. Deuxièmement, qu'il soit olé al shulhan melachim, qu'il
soit un aliment à ce point important qu'il soit considéré sur la table des rois. On va voir ce que ça veut dire la semaine prochaine. Et enfin, ce n'est pas un critère qui est retenu strictement, mais il y en a qui disent que si Behemet, c'est quelque chose qui n'est pas mangé avec du pain, alors il n'y aurait pas besoin donc des lois de Bichoulet, Goïm ou non. Maintenant, on va donner quelques détails Bezrat Hashem sur tout ça. Premièrement, il faut savoir que vous avez entendu parler de Kli Rishon, Kli Sheni, certainement, Aïrui, Kli Rishon, toutes ces choses-là dans Shabbat. Avec l'aide d'Hachem, comme on est en train, au fur et à mesure du temps, au Beth Midrash, depuis des mois déjà, d'avancer dans ces lois-là du Shabbat. Donc, avec l'aide d'Hachem, il y aura un moment ou un autre, on étudiera ensemble. Ça me permettra de refaire et de synthétiser avec vous ces lois-là. En tout cas, les interdictions de Bichoul Goy, d'interdiction de cuisson par un non-juif, ne concernent qu'un Kli Rishon et pas un Kli Sheni. Ça veut dire, on le verra, mais quand quelqu'un a un domestique à la maison et que Behemet, il aurait bien aimé que ce soit la personne qui s'occupe, alors Behemet, peut-être qu'on pourra préparer de faire que la personne utilise non pas un Kli Rishon mais un Kli Sheni. Le cas du domestique, on le détaillera la semaine prochaine en détail, il y a un petit chapitre là-dessus. En tout cas, Kli Rishon interdit, Kli Sheni sera permis. Ensuite, il faut savoir que la cuisson est interdite, mais le fait de réchauffer, le himoum, ça sera permis. Ça veut dire que c'est uniquement le bichoul et pas le himoum. Le fait de réchauffer n'est pas interdit. C'est la raison pour laquelle le cas bâtard du micro-ondes, même s'il y en a qui vont dire qu'il ne s'agit pas d'une cuisson, beaucoup de décisionnaires l'interdiront, mais il n'en restera pas moins que ça dépend de la fonction. Si c'est pour cuire, alors ce sera interdit, si c'est pour réchauffer, ce sera permis. Maintenant, si on va dans une cuisine où là-bas, il n'y avait que des aliments cachers, mais il y avait des bichoulets goï, des non-juifs qui avaient utilisé les ustensiles et qui avaient donc cuit. Des choses qui, du fait que c'était des aliments qui auraient dû être cuits par un juif, et que j'aurais pas pu les manger. Alors si Behemet sont incrustés dans ces ustensiles, des aliments qui, objectivement, auraient été cachers, sauf qu'ils ont été cuits par un non-juif, alors il faut savoir qu'on aura l'obligation de cachériser les ustensiles avant que de pouvoir cuire les aliments pour en faire un bichoul de juif. Maintenant, quand on parle, et ce sera comme ça qu'on terminera aujourd'hui, pour définir ce qu'on appelle un aliment qui est mangé tel qu'il est cru. On a dit que si un aliment est mangé tel qu'il est cru, même s'il est cuit par un non-juif, ça n'interdira pas de le consommer. Alors ici, il faut savoir qu'on va d'après le rov, et pas n'importe quel rov, le rov du lieu où on se trouve. Si la plupart des gens du lieu où on se trouve mangent un aliment déjà cru, alors cet aliment-là, quand un non-juif l'aura cuit, ça sera permis de le consommer. Si par contre le rov, la majorité, ne mange pas cet aliment cru, alors, même si personnellement moi je le mange cru et cuit, ça ne changera rien. Dans le sens de la permission ou de l'interdit, alors on suivra la majorité. Je redonne les deux cas. Si la plupart des gens le mangent cru, mais moi, dans les rêves, j'attends qu'il soit cuit pour le manger, c'est pas grave. S'il est cuit par un non-juif, j'ai le droit. Pourquoi? Parce qu'on va d'après la majorité, ce qu'on appelle batla d'arto. Mon opinion n'importe pas. L'opinion, elle est statistique selon le rov des gens. Et de l'autre côté, on a dit, si la plupart des gens ne le mangent pas cru, même si moi je le mange cru, ça ne changera pas, ça restera interdit. Et on va, dans ce cas-là, d'après la majorité du pays. Alors moi, c'est une fois qu'il m'a posé la question du sushi. Parce que pour des questions de goût, il y a des gens qui ne le touchent pas. Et pour des questions... il semblerait qu'aujourd'hui, c'est quand même l'Europe des gens qui peuvent le manger cru. C'est un aliment qui se mange aussi cru. Moi, je ne suis pas un bon exemple. Ce n'est pas des choses que je touche, quelque chose qui est cru comme ça. Mais le ma'aseh, les gens, le rov peuvent manger. C'est quelque chose qui, dans la plupart des lieux aujourd'hui, est présenté comme un aliment qui peut se manger cru. Alors dans un cas pareil, cet aliment-là, s'il est cuit, alors bien entendu, quand il n'y a pas de problème de kashrut, ne posera pas problème. Le cas des compotes. Voilà que quand on voit une pomme et on voit une compote,
On se dit, mais c'est pas juste qu'il a cuit. C'est qu'après qu'il est cuit, ça n'a plus rien à voir. Alors c'est pas grave. À partir du moment où ce même aliment, qui a même une autre forme, une forme originelle qui est une forme solide, même si Behemet, la forme de résultat est resek, une purée, une compote, ça ne posera pas de problème. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où à la base, quand il est cru, il peut être consommé quand il est cru, alors quand il est cuit, il n'y aura pas de problème de dire que Behemet, le Bishul Goy, ne sera pas interdit. Bien entendu, c'est quand, comme je le dis depuis tout à l'heure, les ustensiles sont utilisés que pour des aliments qui ont donc des ingrédients et une utilisation absolument cachée. Donc pour cette première partie, on va dire Baruch Adonai Haolam, Amen ve Amen.